Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, on passe pour cette dernière session la parole à Enora Clairaut, qui est épidémiologiste à l'IRSN et qui va nous présenter, là, nous faire un zoom sur la surveillance sanitaire de la population et des travailleurs après l'accident de Fukushima. Enora, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, vous voyez la présentation? Oui, très bien, parfait. Suite au SHRA, je vais vous faire une présentation donc, sur la surveillance dans un premier temps de la population japonaise, résidente dans la préfecture de Fukushima, et dans un second temps sur la surveillance sanitaire des travailleurs, donc après l'accident de Fukushima. Pour ce qui est de la surveillance sanitaire de la population générale, donc il y a un très vaste programme de surveillance médicale qui a été mis en place, coordonné donc, par l'Université médicale de Fukushima, qui s'appelle la Fukushima Health Management Survey, qui consiste à suivre la santé de la population japonaise, donc des résidents de la préfecture de Fukushima sur le long terme, et qui comporte plusieurs volets. Donc, ce programme de suivi sanitaire, c'est un programme très ambitieux qui a été mis en place très rapidement après l'accident de Fukushima. Il consiste donc à faire une évaluation sanitaire au sein de la population, mais il apporte également des conseils et il intervient auprès de la population si besoin. Donc, il y a plusieurs volets qui sont intégrés dans ce programme de suivi sanitaire. Un premier volet qui s'appelle la Basic Survey, qu'on peut traduire par enquête de base, qui consiste à faire une estimation de l'exposition aux radiations pour les résidents de la préfecture de Fukushima. Et puis, il y a des enquêtes plus spécifiques, avec une enquête sur le bilan de la santé des personnes évacuées, sur la santé mentale et leur mode de vie, une enquête plus spécifique sur les femmes enceintes et les naissances, et puis un dernier volet sur la mise en place d'un dépistage du cancer de la thyroïde chez les enfants. Et donc, je vais vous donner quelques résultats sur chacun de ces volets. En ce qui concerne l'enquête de base, donc sur les résidents de la préfecture de Fukushima, qui consistait donc à faire une évaluation des niveaux d'exposition aux radiations pendant la période où les débits de doses de rayonnement dans l'environnement étaient les plus élevés. Donc, cette évaluation s'est déroulée en plusieurs étapes. Il s'agissait dans un premier temps de savoir où se situaient les résidents au moment de l'accident, donc sur la base de la déclaration des participants à cette enquête, qui ont déclaré leur lieu de déplacement et leurs activités au cours des 4 premiers mois suivant l'accident. Ces informations ont pu être, donc, dans un second temps, converties en coordonnées géographiques, pour ensuite, dans un troisième temps, être croisées avec des données issues d'une cartographie sur l'exposition aux radiations. Et puis, l'étape finale a été réalisée donc, par l'Institut national des sciences des radiations, qui a pu faire une estimation au niveau individuel pour l'ensemble des participants de cette enquête. Donc ici, vous avez un graphique qui correspond donc aux résultats. Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle. Vous voyez ma présentation? Non. On a un agenda. Non, on a un agenda, voilà. Non, il faut que tu la repartages. D'accord. Ouais. J'ai fait un partage dans l'urgence, mais il faut que tu repartages. Ok. Ouais. Là, on voit votre premier slide, madame. Ouais, c'est bon? Voilà. Ouais, super. Merci. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Donc oui, donc là vous avez donc la représentation graphique donc de l'estimation de la dose efficace, donc qui a été estimée au niveau individuel, donc les 4 premiers mois après l'accident, pour l'ensemble des participants de cette enquête. Donc ça porte sur environ donc 475 000 résidents dans la préfecture de Fukushima, incluant donc environ 9 000 travailleurs qui résident dans cette préfecture. Donc là, ce sont les résultats uniquement sur la population générale que je vous présente, donc en dehors des travailleurs, puisqu'on les verra dans un second temps. Et donc, comme ce que Coralie a pu vous dire dans la première présentation, donc il y a 94% de ces résidents qui ont reçu une dose inférieure à 2 millisieverts. La dose moyenne est d'environ 0,8 millisieverts.
Et la dose maximale a été estimée à 25 millisieverts pour du coup la population donc, résidant dans la préfecture. Ça ne marche pas. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le deuxième volet, sur le bilan de santé des évacués, donc ici, vous avez des informations sur 4 indicateurs. Donc, ce sont des facteurs de risque du cardiovasculaire, à savoir le surpoids et l'obésité, l'hypertension, le diabète et la dyslipidémie. Donc, la dyslipidémie, ça correspond à un taux élevé de lipides dans le sang, c'est-à-dire un taux élevé de graisse, c'est-à-dire de cholestérol et de triglycérides. Et ce qui a pu être observé après l'accident, c'est que chacun de ces facteurs, de ces indicateurs, ont augmenté après l'accident, avec un pourcentage dans la population des évacués passant de 31% donc de surpoids et d'obésité à 38,8% après l'accident. En ce qui concerne l'hypertension, donc cette proportion est passée de 54 à 60% après l'accident. De même pour le diabète, on est passé de 9 à 12%. Et puis pour la dyslipidémie, donc de 42% à un peu plus de 55% quelques années après l'accident de Fukushima. Ce que ces études ont montré également, c'est que pour chacun de ces indicateurs, il y avait une augmentation significative donc, de ces risques qui étaient liés à l'évacuation, principalement dû à des changements de vie, à des modifications dans l'alimentation, à une activité physique moins importante, etc. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que donc le risque augmente, donc dû à l'évacuation, à la fois chez les hommes et chez les femmes, avec un risque de 1,8 pour les hommes donc de surpoids et d'obésité, un risque de 1,5 pour les femmes. En ce qui concerne l'hypertension, donc un risque de 1,2, et puis pour le diabète et la dyslipidémie, un risque d'environ 1,4 à la fois pour les hommes et les femmes. Ensuite, pour le volet suivant qui porte sur la santé mentale des personnes évacuées, donc ici vous avez les résultats, donc un graphique qui représente le pourcentage de personnes évacuées ayant besoin d'un soutien dû à la dépression ou à l'anxiété. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce pourcentage il diminue avec le temps. Donc il était d'environ 15% en 2011 et en 2018, on est à environ 6%. Mais ce chiffre reste encore élevé car il correspond à 2 fois le résultat moyen, la fréquence moyenne au niveau du pays, qui est, elle, de 3%. Ce qui a pu être observé également au niveau de cette enquête sur la santé mentale, c'est que cette diminution de besoin de soutien s'observe donc dans la population adulte, mais s'observe également dans la population des enfants, qui, avec le temps, ressentent de moins en moins le besoin d'un soutien en santé mentale. Et en ce qui concerne les problèmes avec l'alcool, on constate également, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, une diminution des problèmes d'alcool dans la population des évacués. Non, c'est bon. Donc pour le volet suivant qui porte sur les femmes enceintes et les naissances, ce qui a pu être observé, c'est que des résultats étaient assez similaires entre donc les résultats obtenus observés dans la préfecture de Fukushima et les résultats estimés au niveau national, au niveau du Japon, avec donc entre les années 2011 et 2018 des taux d'accouchement prématurés aux alentours de 5%, des taux d'enfants à petit poids de naissance aux alentours de 9-10%, et puis pour les taux d'anomalies congénitales, un taux d'environ 2-3% à Fukushima et allant de 2 à 5 pour l'ensemble du pays au Japon. Et puis donc le dernier volet qui porte sur la mise en place d'un dépistage du cancer de la thyroïde donc à Fukushima, donc chez les enfants. Donc avant de vous présenter les résultats, je voudrais vous donner quelques informations générales donc sur la thyroïde. Donc la thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou, qui permet de fabriquer des hormones thyroïdiennes qui sont donc indispensables au fonctionnement de l'organisme. Et ces hormones thyroïdiennes, elles sont fabriquées à partir de l'iode qu'on va trouver dans l'alimentation. Donc, comme on l'a dit précédemment, le cancer de la thyroïde, c'est un cancer qui est rare, donc qui est rare chez l'adulte et encore plus chez les enfants. Donc, en France, il y a environ 10 000 nouveaux cas
par an qui surviennent, donc principalement chez l'adulte. Il est beaucoup plus fréquent chez la femme que chez l'homme, avec environ 3 fois plus de cancers chez la femme. Et d'une manière générale, donc en fonction de l'histologie, cela peut varier, mais d'une manière générale, la plupart des cancers de la thyroïde sont de bons pronostics et ont une faible mortalité. Et une particularité du cancer de la thyroïde, c'est que des nodules thyroïdiens, donc des nodules, ce sont des grosseurs qui se trouvent au niveau de la thyroïde, et que du coup, ces nodules, des nodules cancéreux peuvent rester silencieux pendant de nombreuses années. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nodule cancéreux qu'on va avoir, mais pour lesquels il ne va pas y avoir de symptômes cliniques, pour lesquels qui va donc rester silencieux pendant de nombreuses années et peut-être même toute la vie, sans jamais déclarer de signes cliniques. En ce qui concerne le dépistage du cancer, donc on peut dépister donc ces nodules par palpation cervicale, donc en palpant le cou et la thyroïde. Donc pour cela, on va identifier les gros nodules, les nodules de grande taille. Et depuis les années 90, il y a une amélioration des examens diagnostiques avec donc les examens ultrasonographiques qui permettent désormais de diagnostiquer des nodules de très petite taille pouvant aller jusqu'à 2 à 3 mm. Une fois qu'on a identifié un nodule, on va procéder à une aspiration par aiguille fine pour pouvoir déterminer si ce nodule il est de nature bénigne ou maligne. Et puis en fonction du résultat, on va procéder ou pas donc à une ablation totale ou partielle de la thyroïde, donc par chirurgie. Et dans la plupart des cas, donc un traitement hormonal substitutif à vie sera mis en place pour pouvoir fabriquer les hormones thyroïdiennes nécessaires à l'organisme. Donc, en ce qui concerne la préfecture de Fukushima, donc, ils ont décidé de mettre en place donc, un dépistage systématique du cancer de la thyroïde chez les enfants, donc, en se basant sur l'expérience de Tchernobyl, qui a montré une augmentation importante du nombre de cancers de la thyroïde donc, suite à l'accident de Tchernobyl. Donc, ce dépistage, il est mis en place, donc, il porte sur environ 360 000 enfants âgés de moins de 18 ans au moment de l'accident. Il consiste donc dans un tout premier temps à faire un tout premier examen médical par échographie, donc par imagerie par ultrason. En fonction donc, des résultats de ce premier examen, donc s'il n'y a pas de nodule, on va revoir la personne au bout de 2 ou 5 ans en fonction de son âge. S'il y a donc un nodule ou un kyste inférieur à 1 mm ou un nodule inférieur à 5 mm, on va considérer que cette personne donc, est dans la catégorie donc, de ce que les Japonais appellent les grades A1 ou A2. Et donc là, également pour ces personnes, on va les resuivre, donc les revoir de nouveau au bout de 2 ou 5 ans. Et par contre, pour les personnes donc, classées dans la catégorie des grades B ou grade C, donc avec un kyste supérieur à 20 mm ou un nodule supérieur à 5 mm, là, il va y avoir un examen de confirmation qui va être réalisé avec une échographie plus poussée, des analyses de sang et d'urine, et puis une cytoponction, donc une cytologie par aspiration à l'aiguille fine pour déterminer la nature du nodule. Et là également, donc en fonction du résultat, il va y avoir un suivi de cette personne en effectuant un examen médical au bout de 2 ou 5 ans, ou bien un traitement médical avec une chirurgie selon le résultat obtenu lors de cet examen de confirmation. Donc au niveau du calendrier, ce dépistage, cette toute première campagne de dépistage, elle a commencé en octobre 2011 et s'est terminée en mars 2014. Et pour cette toute première campagne, en fait, il s'agit de données de prévalence, c'est-à-dire que ce sont des cancers qui donc, sont diagnostiqués à travers ce dépistage, mais qui, pour la plupart d'entre eux, existaient très probablement déjà avant l'accident de Fukushima. Et donc, c'est seulement à partir de la deuxième campagne, une fois qu'on aura déjà vu tous ces enfants une première fois, et donc lors de cette deuxième campagne, on ne va diagnostiquer uniquement les nouveaux cas de cancer qui, cette fois-ci, seront des nouveaux cas survenus après l'accident de Tchernobyl. Et donc, ces campagnes sont renouvelées donc, tous les 2 ans environ. Donc là, aujourd'hui, donc en 2021, on est à la 5e campagne qui est en cours de réalisation pour lesquelles les résultats ne sont pas encore définitifs. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats des 4 premières campagnes qui sont terminées. Donc, avec donc, les résultats de la première campagne donc, qui portent sur des données de prévalence.
Donc cette campagne portait sur environ 360 000 enfants. Parmi ces 360 000 enfants, il y a environ 300 000 enfants qui ont réalisé ce dépistage, ce qui représente environ 80%. Parmi ces 300 000 enfants ayant effectué ce dépistage, environ 2300 ont eu un examen de confirmation. Et parmi ces 2300 enfants, 116 cas de cancer de la thyroïde ont été identifiés. Et puis, pour les campagnes suivantes, les campagnes 2, 3 et 4, on a réitéré ces examens et on a pu identifier, dans la deuxième campagne, 71 cas, dans la troisième, 31, et dans la quatrième, 27 cas de cancer thyroïdien. Donc, pour la majorité de ces cancers, il s'agit de cancers de type papillaire. Ce qu'on peut dire à ce jour, avec les données qu'on a en notre possession, c'est que ces cancers thyroïdiens seraient liés à un effet du dépistage plutôt qu'à un effet des radiations. Donc, il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'aller dans ce sens. Notamment des éléments sur les populations exposées versus populations non exposées au Japon. Donc cette campagne de dépistage dans la préfecture de Fukushima, elle a été mise en place également dans d'autres préfectures de Fukushima qui, elles, n'avaient pas été exposées à l'accident, avec un protocole similaire. Et les résultats ont montré que les prévalences de nodules thyroïdiens étaient similaires à la fois dans la préfecture du Fukushima et dans ces autres préfectures. Puis, il y a d'autres éléments de comparaison entre les résultats suite à l'accident de Tchernobyl et puis ceux observés après l'accident de Fukushima. Tout d'abord, en ce qui concerne la distribution de l'âge de ces cancers de la thyroïde, ce qui est observé, c'est que les cas après Tchernobyl étaient beaucoup plus jeunes comparé à Fukushima. L'altération génétique, pareil, montre des éléments qui montre une fréquence très différente de ces altérations génétiques à Tchernobyl comparé à ce qui est observé à Fukushima. Et puis, le troisième point porte sur les doses de radiation. Donc, comme on a pu le voir dans les précédentes présentations et puis au début de celle que je suis en train de vous faire, c'est que les doses estimées à Fukushima sont beaucoup plus faibles que celles à Tchernobyl, pour lesquelles il y avait des doses nettement plus élevées. À ce jour, la plupart des études n'ont pas montré d'association significative entre la dose de radiation et la fréquence des cancers thyroïdiens. Et puis, un élément à avoir en tête, c'est qu'il y a une publication de l'UNSCARE, c'est le Comité des Nations Unies sur les rayonnements, qui a été publié au mois de mars de cette année, qui conclut que les effets sanitaires radio-induits, incluant le cancer de la thyroïde, seraient difficilement discernables dans le futur dû au faible niveau de dose. C'est-à-dire que plus le niveau est faible, plus le risque est faible et donc plus il va être difficile de le mettre en évidence d'un point de vue statistique. Et puis un autre élément dont on a parlé, on a dit quelques mots déjà tout à l'heure, il y a l'exemple de la Corée du Sud qui a mis en place à la fin des années 90 un dépistage du cancer de la thyroïde et on a pu voir dans les années qui ont suivi une augmentation en flèche du nombre de cancers de la thyroïde dans la population sans pour autant de baisse de la mortalité. Avec une incidence du cancer de la thyroïde qui a été multipliée par 15 entre 1993 et 2011. Et puis un autre point important, c'est qu'il y a une différence importante dans la façon dont on va identifier les cas dans la mise en place d'un dépistage systématique et un registre de cancer. Donc, lorsqu'on va identifier des cancers de la thyroïde à travers un registre de cancer, on va enregistrer uniquement des nouveaux cas, ce qu'on appelle des cas incidents, qui se seraient cliniquement exprimés, avec des symptômes cliniques, ou qui auraient été découverts par hasard. Alors que lorsqu'on va mettre en place un dépistage systématique du cancer de la thyroïde, on va identifier, diagnostiquer des nodules tumoraux de petite taille, sans expression clinique, c'est-à-dire sans grosseur au cou détectable par palpation ou sans perturbation endocrinienne avec une bonne survie. Donc voilà des principaux résultats sur l'étude menée au sein de la population japonaise.
donc la population générale, dans la préfecture de Fukushima. Et puis, je vais terminer avec l'étude News qui porte sur la santé des travailleurs. Donc, c'est une étude qui est coordonnée, donc cette fois-ci, par la RERF. Donc, c'est la Radiation Effects Research Foundation. Il vous reste 4 minutes. Oui, j'ai bientôt fini, c'est bon. L'étude News donc, correspond à l'acronyme Nuclear Emergency Workers Study. Donc, elle consiste à inclure donc, environ 20 000 travailleurs en situation d'urgence, donc travaillant pour l'entreprise TEPCO. Parmi ces travailleurs, donc une majorité d'hommes, 99,9% d'hommes attendus, un âge moyen qui serait donc d'environ 44 ans. Et puis cette étude, donc, elle a commencé en 2016 avec une enquête de base qui dure 4 ans. Et en 2020, le tout premier suivi longitudinal a commencé pour une durée de 5 ans. Et puis un second suivi longitudinal continuera, donc tous les 5 ans, etc. Donc là, on en est vraiment au tout début de la mise en place de cette étude. Donc il n'y a pas encore de résultats. Le programme de cette étude va porter, lui, également sur plusieurs volets. Un volet sur une étude clinique avec un examen de la santé générale de ces travailleurs, un examen plus spécifique, donc des résultats plus spécifiques sur le cancer de la thyroïde, et également sur la cataracte, et puis également sur les effets psychologiques. Il est également prévu dans cette étude de faire une étude de la mortalité, ainsi qu'une étude de l'incidence des différents cancers qui auront été diagnostiqués. Et puis, un volet sur la radiobiologie avec l'étude des paramètres physiologiques et de biologie moléculaire. Et puis, bien sûr, une reconstitution individuelle des doses. Donc là, je vous ai mis des résultats très préliminaires qui ont été présentés lors d'un séminaire organisé par l'OMS en mars dernier. Donc là, il s'agit de résultats préliminaires donc, sur l'enquête de base de ces participants, donc, qui donc, portaient à l'époque sur environ 6 000 travailleurs. L'âge moyen à l'examen était d'environ 51 ans. Et puis, en ce qui concerne les doses, donc voici les résultats que nous avons avec une dose moyenne d'environ 15 millisieverts. Et donc avec la moitié, donc 50% des travailleurs qui auraient une dose donc, inférieure à 5 millisieverts et une dose pouvant aller jusqu'à plus de 250 millisieverts pour quelques travailleurs. Voilà pour ça. Et donc pour terminer, donc 10 ans après l'accident de Fukushima, pardon, les retombées radioactives d'un accident nucléaire ont un large impact sur la santé, sur la société et également sur l'environnement. On peut dire que l'impact sur la santé n'est pas seulement directement lié aux doses de rayonnement, mais aussi au changement soudain de mode de vie, en particulier lorsqu'il y a une évacuation, ce qui a été le cas donc, suite à Fukushima. Et puis, il est très important de prendre en compte donc, pas seulement les doses d'exposition, mais aussi tous les facteurs affectant la santé humaine. Et un dernier point, c'est que les études que je vous ai présentées, là, qui portent sur la population générale de Fukushima et également sur les travailleurs, ce sont des études qui sont très importantes dans le futur, donc pas seulement pour surveiller la santé, mais également pour pouvoir étudier sur le long terme la relation avec l'exposition au rayonnement et la survenue d'effets sanitaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Nora Clairaut, pour cette présentation. Audrey, on se prend comme convenu un temps d'échange et de discussion de 20-30 minutes. On fait ça, tout à fait. On fait jusqu'à 12h20. Voilà. Alors, je vois qu'il y a M. Ancar qui a levé la main déjà. Alors, on va prendre, après je reviendrai dans la conversation sur le côté. On a 2 mains qui se lèvent, donc M. Ancar puis M. Boilet. M. Ancar, c'est à vous. Oui, bonjour. Rapidement, une question de chiffres sur la slide numéro 3. On parle, pour le Basic Survey, donc l'enquête de base, on parle de 2 millions de résidents pour la préfecture Fukushima, comme on me l'avait signalé avant. Et puis après, sur la diapositive 4, effectivement, pour l'estimation de la dose efficace, on restreint, enfin, c'est déjà pas mal, à un nombre de 475 000 résidents à Fukushima. Est-ce que ça veut dire qu'on a parlé de départ rapide suite à l'accident? Est-ce qu'on a perdu 1,5 million de personnes donc suite à l'accident dans les premiers mois, et que par conséquent,
on n'a pas pu mesurer donc l'activité en ce qui les concerne. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui, si, je la comprends. Effectivement, moi, ça m'a surpris également de voir que cette enquête ne portait pas sur les 2 millions attendus. Donc, j'ai essayé de savoir pourquoi. J'ai pas vraiment de réponse à vous donner. La seule chose que je sais, c'est qu'en fait, cette enquête, elle était basée sur le volontariat. Donc, en fait, il y a seulement, donc, de mémoire, 27% de participants qui ont souhaité participer à cette enquête. Donc, les raisons des refus des personnes, je ne saurais pas vous l'expliquer. Oui, je crois que c'est un point très important pour le refus des gens. Mais surtout, je me souviens assez bien, il y a une fuite éperdue des gens ailleurs qu'à la préfecture. Ils ont quitté la préfecture à toute vitesse. Monsieur Boilet, vous avez peut-être, parce que vous aviez mis un petit éclairage sur ce point-là aussi dans la conversation, et comme vous avez aussi levé la main, je vous passe la parole. Donc, effectivement, la majorité des gens ont refusé de répondre à cette enquête pour différentes raisons. Elle a été lancée au début. Alors certains, il y a une vraie défiance vis-à-vis des autorités. Il faut voir que le responsable de tout ça était un professeur qui parlait comme au siècle dernier pour qui la radiophobie était le principal problème, que si on sourit, on n'était pas affecté par les radiations. Et donc, les gens ont dit on ne voulons pas servir de cobaye et on veut être protégé. Et donc, il y a un refus, un vrai refus de participer à cette enquête parce qu'il y a une défiance, parce qu'elle a été mal présentée, parce que… Et après, quand les gens ont été trimballés, il faut voir que certaines personnes ont été évacuées jusqu'à 6 fois de plus. Certaines ont été évacuées de zones non contaminées vers des zones contaminées. Et donc, ils avaient tout perdu. Et ils avaient d'autres choses à faire, d'autres soucis que de remplir cette enquête pour servir d'évaluation des doses. Et donc, il y a un vrai problème de perception de cette enquête. Effectivement, le taux de retour est très faible. Moi, j'ai 23% en tête, mais c'est peut-être 27 maintenant. Merci David Boilet pour ces éléments. Peut-être reprendre des questions aussi qui sont dans la conversation. Oui, alors écoute, je regarde ce qui se dit dans la conversation. Il y avait une remarque de M. Royanet sur le développement de laboratoires indépendants et sur, indirectement, je pense, dans sa remarque, sur peut-être la sensibilité ou la confiance, voilà, qui peut être portée. On sait que c'est très important en situation de crise et post-accidentelle, la confiance vers les institutions ou les réseaux institutionnels. Voilà, il y avait eu ensuite… Alors, sur les questions sur le lévothyrox, je sais qu'il y en a beaucoup sur la France, etc. Ça sort un peu de notre contexte. Moi, j'ai travaillé là-dessus au titre de la CLI de Gravelines, donc je pourrais apporter quelques éléments de ce qui se passe si vous le souhaitez, mais c'est qu'un avis personnel et un échange qu'on a eu avec Gravelines. Il y a Madame Gerbert qui faisait la remarque sur la différence entre Tchernobyl et Fukushima, le fait qu'on est à Fukushima en bord de mer avec un régime iodé assez fort et qui peut aussi favoriser la protection, c'est ce que j'en comprends du moins dans sa remarque. Des félicitations que Madame Ourdin fait aux 2 présentatrices de ce matin, les 3 présentatrices de ce matin. On peut déjà peut-être essayer de réagir sur ces remarques qu'on a dans la conversation. Et Nora, peut-être, Dominique ou d'autres collègues? Après, j'avais levé la main, donc j'espère que je pourrais parler. Ah, mais excuse-moi, David, oui, tu avais réagi, je n'avais pas compris que tu avais un complément, mais pas de souci, on te redonne la parole. Ben, vas-y, d'ailleurs. Oui, la nouvelle doctrine IRSN, c'est de donner les incertitudes et de donner les limites des études. Et malheureusement, il n'y a pas eu ça dans les présentations. Et ça me choque. Les données publiées par l'Université de médecine de Fukushima ne sont pas complètes. L'Université de médecine le reconnaît elle-même. Déjà, il y a les plus de 25 ans qui n'apparaissaient pas dans les tableaux. Il y a plus d'une vingtaine, enfin, il y a plus d'une dizaine d'enfants certains ont même été opérés à Fukushima et qui n'ont pas été détectés dans ce programme, qui ne sont pas inclus. Donc, ce n'est pas un dépistage systématique.
et ne sont comptés que les enfants qui ont été détectés dans le cadre de ce dépistage et pas tous les autres. Donc il y en a beaucoup plus. Enfin, il y en a plus en tout cas, et on trouve ça dans la littérature. La façon dont c'est présenté aussi, dès le début, on nous assène que c'est le dépistage et il n'y a pas d'autre cause possible. Moi, ça me choque cette façon de présenter les résultats. Enfin, même au Japon, au début, la première campagne de dépistage était là pour rassurer les populations. On s'attendait à aucune augmentation. Et le discours, il a changé quand il y a eu les premiers cas qui sont apparus. Et c'est devenu, on va voir le bruit de fond. Et ça a changé au cours. C'est quand les premiers cas sont apparus, ça n'a jamais été présenté comme ça aux populations au tout début. Et le discours s'est toujours adapté pour maintenir toujours le même résultat, c'est que c'est le dépistage, c'est le dépistage, c'est le dépistage. Au début, on nous disait qu'il n'y a aucun enfant qui avait moins de 5 ans qui a eu un cancer de la thyroïde, donc c'est bien la preuve que ça. Maintenant, ils sont plus d'une dizaine à avoir moins de 5 ans au moment de la catastrophe qui ont un cancer de la thyroïde. Cet argument n'est plus mis en avant. Et donc, chaque fois, le discours change en fonction des données pour maintenir le même chose, c'est le dépistage. On ne peut pas exclure qu'il y ait, parmi ces cancers, il y en ait plusieurs qui soient dus à la radioactivité. Et ça, c'est jamais dit. Il y a des enfants qui avaient il y a au moins un enfant qui avait moins d'1 an le jour de la catastrophe. Le cancer, il ne pouvait pas être là avant. Et donc, moi, je suis assez effaré par ce genre de présentation, honnêtement. Alors, Et les cancers sont arrivés très vite. Enfin, les enfants ont été dépistés, ils n'avaient pas de cancer, c'est tous les 2 ans. Et le cancer, il est arrivé en 2 ans. C'est-à-dire que chaque cancer, il y a les 116 premiers, ceux-là, on ne sait pas quand il est apparu. Mais les 136 suivants qui ont été détectés à partir de la 2e campagne de dépistage, les cancers étaient inexistants 2 ans auparavant. Et il y avait déjà invasion avec pas seulement la thyroïde, parce que la question s'est posée pourquoi ils ont été opérés. Et quand il y a eu opération, il y avait souvent invasion du cancer. Donc ce sont des cancers assez rapides. Merci David, on va laisser les orateurs et puis pouvoir répondre et compléter les réponses aux questions. Enora, Dominique Laurier, Oshra. Dominique, vas-y. Il faut allumer ton micro. Ça a été clairement dit sur les études post-Tchernobyl. Les études sont difficiles à faire. Voilà. Même si on pense aujourd'hui qu'on a suffisamment de billes pour être capable de dire qu'il y a bien une augmentation des cancers de la thyroïde chez les liquidateurs, etc. Comme disait Jean-Claude Zerbib, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur les doses, etc. Et c'est que les études récentes qui permettent d'améliorer les résultats et de montrer certains effets. Il a fallu plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour être capable de mettre en évidence une relation dose-risque entre le cancer de la thyroïde et la dose à la thyroïde dans le contexte de Tchernobyl. Et dans le contexte de Fukushima, c'est pareil. Oui, les Japonais ont mis en place quelque chose de très très ambitieux. Dans les mois qui ont suivi l'accident de Tchernobyl, ils ont envisagé une main étude sur 2 millions de personnes. J'ai jamais vu, moi, d'études épidémiologiques sur 2 millions de personnes, mais en tout cas, ils ont mis en place quelque chose. Et même si, en effet, les réponses sont partielles, etc., on a un niveau de connaissance sur les doses et sur les conséquences de l'accident de Fukushima qui sont bien meilleurs que ce qu'on avait à l'époque suite à Tchernobyl. Voilà, donc on peut critiquer. En effet, rien ne dit que le truc soit complètement exhaustif en termes de dépistage, etc. Et puis ça se voit dans les chiffres. Ils n'ont pas réussi à avoir tous les enfants. Tous les enfants, on voit bien que le pourcentage de personnes qui répondent dans le temps descend, etc. Mais c'est clair qu'on a une connaissance du suivi qui est bien meilleure. S'ils ont mis en place un dépistage, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas de registre des cancers de la thyroïde dans la préfecture de Fukushima en 2011. Il commençait à se mettre en place, mais il n'était pas actif. Et donc, il aurait été impossible de ne pas mettre en place un moyen qui permette de suivre la fréquence des cancers de la thyroïde après l'accident de Fukushima. C'était impensable. La seule solution qu'ils ont eue, ça a été de mettre en place ce dépistage. Et quoi qu'on puisse en dire, ce dépistage, il a mis en évidence des cancers qui étaient là avant l'accident. On parle de cancer, mais on devrait parler de nodules tumoraux. Et en fait, le dépistage là met en évidence des nodules tumoraux
qui n'ont aucune incidence clinique chez les enfants, c'est-à-dire qui n'auraient pas été dépistés par les dépistages qui étaient en place juste après l'accident de Tchernobyl. Donc, on est bien dans une situation très, très différente. Oui, le dépistage est quand même la raison majeure de ce nombre important de nodules thyroïdiens tumoraux qui ont été mis en évidence, mais on a une quantité d'informations qui est bien meilleure que ce qu'on avait au moment de Tchernobyl. Voilà. Et on a pas mal d'arguments. L'argument de l'âge reste, même si, voilà, l'argument de l'âge reste, c'est-à-dire que la distribution des enfants qui ont eu des nodules, qui ont été dépistés avec des nodules thyroïdiens ici, n'a rien à voir avec celle de Tchernobyl. Et donc cet argument de l'âge et puis d'autres sur les niveaux de dose, sur les types génétiques des nodules, etc. Il y a tout un ensemble d'éléments qui vont dans le sens aujourd'hui que l'explication principale de ce nombre de nodules thyroïdiens qui ont été dépistés viennent bien de la mise en place de ce screening qui va détecter des cancers qui n'ont pas d'expression clinique. Oui, mais on ne peut pas exclure qu'il y en ait certains qui soient radio-induits. Je suis d'accord, mais si tu regardes bien sur le site de l'IRS… La comparaison avec les autres provinces, elle est complètement biaisée dans ce contexte-là. Effectivement, ils ont compté le nombre de nodules et de kystes. Il est identique. Mais il y a eu un cas de cancer dans les autres provinces qui donne un taux d'occurrence qui est beaucoup plus faible qu'à Fukushima. Et ça, c'est pas dit. Donc, c'est toujours biaisé, c'est toujours présenté de façon dans le sens qui arrange. Et ça, c'est insupportable. C'est pas vrai. Si tu vas sur le site de l'IRSN, tu trouveras exactement ce que tu viens de dire, ou à peu près. En effet, les campagnes de dépistage qui ont été mises en place dans les autres préfectures se sont contentées de la première phase de ce qu'a présenté Nora Clairaut, c'est-à-dire le dépistage des nodules, cet examen ultrasonique sur des enfants, pour voir si en effet on dépistait un nombre de nodules de la même façon. Par contre, ils ne sont pas allés jusqu'à faire la cytoponction et vérifier si c'était des nodules cancéreux ou pas, puisque aujourd'hui, toutes les sociétés de cancérologie et d'endocrinologie recommandent de ne pas mettre en place de dépistage des cancers de la thyroïde pour des nodules de cette taille-là. Voilà. Et la recommandation de ne pas mettre en place de dépistage, c'est parce que finalement, il n'y a pas de gain clinique. Encore une fois, là, je parle de la position des sociétés de cliniciens et d'oncologues, parce que dépister finalement des nodules thyroïdiens qui peuvent rester comme ça pendant toute la vie sans que ça n'entraîne aucune perturbation clinique, et aller les chercher alors que finalement, une fois qu'on les a dépistés, la seule solution qu'on a, c'est l'ablation. Eh bien non, ça n'entraîne pas de gain clinique par rapport à finalement attendre que des signes cliniques se déclarent chez les enfants. Donc la recommandation est vraiment de plus mettre en place de dépistage clinique aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec toi qu'on a beaucoup appris de la mise en place de ce dépistage. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a été mis en place et aujourd'hui, eh bien finalement, on a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui. Merci Dominique et David. Il y avait une remarque de monsieur Alexandre Havard dans la conversation sur, en fait, on a vu qu'il y avait aussi des aspects d'impact sur la santé mentale, l'hypertension, l'obésité, enfin un certain nombre d'autres facteurs parallèles aux éléments radiologiques. Et il y avait une question sur est-ce qu'on est capable finalement de faire la part entre le tsunami, la catastrophe nucléaire et autres, et les évacuations, enfin voilà, et de comprendre c'est le contexte global de tout ça qui a généré ces pathologies et ces difficultés psychologiques et sociologiques des gens. Est-ce que là-dessus on a des éclairages ou d'autres éléments? Alors, la difficulté de l'accident de Fukushima, c'est qu'en fait, c'est effectivement une triple catastrophe. Il y a eu donc un séisme, il y a eu un tsunami, il y a eu un accident nucléaire. Et c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir faire la part des choses entre le séisme et le tsunami. Il y a eu l'évacuation du coup à l'accident nucléaire. La plupart des papiers portent du coup beaucoup sur le séisme ou sur l'évacuation. Mais à savoir quelle est la part attribuable plus au tsunami ou à l'évacuation ou même à la peur des radiations aussi, finalement, qui pourrait entraîner toute cette anxiété
Et du coup, l'augmentation importante qu'on a pu voir de diabète, d'hypertension et autres indicateurs de santé, c'est pas des choses évidentes à identifier. Par contre, en ce qui concerne les rayonnements, la meilleure solution qu'on a, c'est vraiment d'identifier et d'étudier l'association entre la dose de la population et puis la survenue d'événements de santé. Très bien, et on voit aussi qu'il y a plein évidemment, en une matinée. Là, je ne suis pas d'accord encore, parce que le tsunami, il a touché Miyagi et Iwate, et il n'y a pas les mêmes augmentations de problèmes. Donc, c'est vraiment Et là, il y a des comparaisons. Les gens, on sait pourquoi ils sont partis. On sait s'ils sont partis à cause du tsunami, s'ils sont partis à cause du séisme, ou si individuellement, on sait s'ils sont partis à cause de la radioactivité. Chaque individu, on a l'information. Et il y a des provinces, Iwate et Miyagi, qui ont été fortement touchées par la catastrophe naturelle et qui ont été très peu touchées par la radioactivité. Et donc, la comparaison, elle est facile à faire. Donc, dire qu'on ne peut pas séparer, ce n'est pas vrai. Et est-ce que tu sais s'il y a eu des études qui ont été réalisées? Ils n'avaient plus le droit de jouer dehors, ils n'avaient plus le droit à cause de la radioactivité. Il n'y avait plus de sport à l'école parce que les cours étaient contaminés, les parents n'osaient plus les laisser sortir pendant les premières années à cause de la radioactivité, alors qu'ailleurs, à Iwate et Miyagi, ils pouvaient courir dehors. Et est-ce que tu as des connaissances, David, s'il y a eu des études qui ont été réalisées sur ce sujet-là, sur le rôle du tsunami et de l'évacuation? Il n'y a pas eu, cette campagne n'a pas été menée ailleurs qu'à Fukushima, donc c'est une des questions qui a été posée, mais rien n'empêche les autorités japonaises d'aller regarder. Il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'augmentation. J'ai rien vu qui dit qu'il y a eu une augmentation de l'obésité, des problèmes de cholestérol et tout ça ailleurs qu'à Fukushima. Alors que le tsunami a touché surtout Miyagi et Iwate, plus que Fukushima. Merci pour ces éclairages. C'est là où on voit toute la richesse de nos échanges sur un séminaire tel que celui-ci, puisque c'est bien ces partages d'informations qui nous font tous monter en compétences. Et puis, il y a aussi sur une matinée, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Il y a aussi des questions sur des programmes de recherche spécifiques. J'en ai vu dans la conversation. Certains de ces programmes seront présentés, en tout cas, à l'automne. Donc, effectivement, il y a encore des sujets qui sont à creuser. C'est pour ça qu'on a 2 jours ensemble à l'automne. Quand aura-t-on un suivi des cancers sur tout le territoire français? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, c'était déjà une question qu'on avait au précédent séminaire. Alors, c'est pas une compétence ni de l'ANCLI ni de l'IRSN, en tout cas mais effectivement, c'est bien un sujet qui pourrait être posé pour la France et qu'il faudrait renvoyer à nos collègues qui s'occupent de ces sujets-là en France. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'il en reste? Il y a plein de gens qui disent qu'ils doivent nous quitter, mais qui ont passé plutôt une bonne nouvelle. Des questions, quid du suivi des descendants d'Hiroshima et Nagasaki? Est-ce qu'on peut faire une petite intervention là-dessus? Mes collègues IRSN. Oui, il y a une cohorte qui a été mise en place sur les survivants des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki qui s'appelle la Lifespan Study, l'étude sur l'ensemble de la durée de vie. Et puis a été mis en place aussi une étude de cohorte, donc un suivi dans le temps de la première génération, donc des descendants et puis de la deuxième génération. Et voilà. Et donc sur ces études-là, il y a eu des résultats qui ont été publiés et qui, à l'heure actuelle, ne mettent pas en évidence d'augmentation de différentes pathologies en fonction de la dose qui a été reçue donc par les parents, qui eux ont été irradiés au moment de l'explosion. Voilà. Maintenant, ces études, elles sont capables de voir un certain niveau de risque, mais elles ne sont pas capables d'exclure complètement une augmentation si cette augmentation était vraiment faible. Il y a d'autres études qui ont été mises en place sur les descendants de personnes qui ont été exposées, en particulier sur des populations de travailleurs comme les travailleurs de Mayak. Il y a quelques populations dans le monde. Ce qu'on peut dire de l'ensemble de ces études qui ont été mises en place sur des descendants
des survivants, de personnes qui ont été exposées, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, on ne voit pas d'augmentation d'effets héritables, c'est-à-dire d'effets qui viendraient de l'exposition des parents. Voilà. Maintenant, comme le disait Oshra, maintenant, la plupart de ces études ne sont pas forcément capables de voir un effet fort si celui-ci existe. C'est pour ça qu'Oshra disait qu'il y a encore des études qui se mettent en place, à parler d'études de trio, des études qui se mettent en place aujourd'hui avec un aspect beaucoup plus biologique, plus génétique, qui font la reconstitution de la dose des parents et qui s'intéressent à des modifications génétiques, épigénétiques, etc. sur les enfants, et qui devraient amener dans les années à venir des compléments d'information sur cette question qui reste une question récurrente. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais oui, il y a des suivis de population d'enfants de personnes exposées